Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans une série de trois vidéos sur la cybersécurité, Informatic News et Malwarebytes, vous ont présenté il y a 2 mois un sujet sur le ransomware. Le mois dernier, nous avons parlé de ce qu'on appelle maintenant le malvertising. Et aujourd'hui, nous allons parler des exploit kits, donc kits d'exploitation des failles de sécurité, des vulnérabilités des logiciels. Et nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jérôme Segura, qui est chercheur en sécurité chez Malwarebytes. Jérôme Segura, bonjour. Bonjour. Alors, les exploit kits, donc, bon, il n'y a pas de traduction. D'ailleurs, on l'a constaté hein, dans le domaine de la sécurité, il y a beaucoup d'anglicismes. Donc, exploit kit, c'est en français. Alors, je ne sais pas vous comment vous le traduisez, mais en gros, on l'a dit tout à l'heure, c'est des kits d'utilisation des failles de sécurité. Et en gros, c'est des boîtes à outils relativement simples qui permettent à tout à chacun de lancer des attaques. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce phénomène des exploit kits? Oui, alors c'est effectivement, ce sont des logiciels qui permettent à l'utilisateur d'utiliser des failles de sécurité dans différents logiciels comme Flash, Java, euh, PDF, le navigateur Internet Explorer, etc. Et donc de compiler ces différentes failles et de les mettre dans un outil complet, donc ce qu'on appelle l'exploit kit lui-même, qui lui est distribué par l'intermédiaire du web. Donc, un utilisateur va visiter un site qui a été, par exemple, compromis, ou bien, dans le cas du malvertising, une publicité malicieuse, et automatiquement, le navigateur Internet est redirigé vers l'exploit kit. Et l'exploit kit, ce qu'il va faire, en gros, c'est qu'il va déterminer quel logiciel tourne sur la machine de l'utilisateur qui a visité cette page, et aussi quelle version de logiciel il a. Donc, c'est assez rapide en utilisant du code JavaScript. On peut dire, bon, cet utilisateur a Internet Explorer, telle version, il a la version de Flash 18. Tiens, il se trouve qu'il y a une vulnérabilité qui existe pour cette version. On va lui envoyer l'exploit. Et c'est une façon donc d'infecter l'ordinateur en utilisant cette brèche de sécurité. Ça se fait de façon automatique. D'accord, mais Encore une fois, l'utilisateur n'a pas. on comprend un peu la mécanique, mais comment on les détecte ces vulnérabilités? Comment on sait qu'elles sont là? Eh bien, bon, on les détecte de différentes façons. Le code malicieux en lui-même a des particularités assez claires. La vulnérabilité fait en sorte que, à partir du navigateur ou à partir, par exemple, du logiciel Flash ou Java, on arrive à élever les privilèges d'exécution sur une machine. Donc, on passe d'un mode, on va dire, utilisateur au mode administrateur grâce à cette faille, ce qui ne devrait jamais arriver. À partir, quand on visite un site Internet, le navigateur Internet, les différents plugins qui sont dans ce navigateur ont un accès restreint, mais à partir d'une faille, ils arrivent effectivement à élever leurs privilèges et à exécuter du code malicieux. Alors, dans ce domaine, on parle de zero day, donc c'est une utilisation encore anglaise. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que ça veut dire exactement? Oui, alors un zero day, c'est en fait une vulnérabilité qui a déjà été exploitée, on va dire. C'est une traduction un peu forcée, mais une vulnérabilité qui existe dans un logiciel, mais l'éditeur du logiciel ne l'a pas encore patché. Donc, elle est connue, si vous voulez, de différents criminels. Ils la connaissent, ils l'ont déjà intégrée dans leurs exploit kits, mais il n'y a pas de patch qui existe. Donc, n'ayant pas de patch, l'utilisateur, on va dire, dans le cas idéal, va se faire infecter parce que à partir du moment où il a le logiciel en question et qu'il existe une zero day, euh,
il n'y a rien pour empêcher que son navigateur se fasse infecter automatiquement. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire assez rapidement quels sont les différents scénarios d'attaque et comment ils sont utilisés? Alors, les exploit kits, donc, on va dire qu'il y a différents logiciels. Ils ont différents noms. On entend parler, par exemple, de Rig, de Neutrino, Sundown. C'est différents logiciels qui sont créés par différents criminels et qui sont utilisés, donc, la plupart du temps, sont achetés ou sont loués pour utilisation dans des campagnes d'infection. Donc, ces campagnes d'infection, souvent, vont essayer d'attirer le maximum de trafic Internet pour infecter le maximum de personnes. Donc, on voit souvent des sites qui se sont fait compromettre ou bien l'utilisation de publicités malveillantes pour justement rediriger les utilisateurs de façon automatique vers ces exploit kits. Et l'exploit kit, tout ce que c'est un outil. C'est un outil qui permet d'utiliser une vulnérabilité ou plusieurs vulnérabilités pour injecter du code malicieux. Donc, c'est vraiment un des éléments dans la chaîne globale d'infection. Et au final, le but ultime d'un exploit kit, évidemment, c'est d'infecter la machine en lançant du malware, du code malicieux. Et c'est l'utilisation classique, on va dire, Donc, maintenant, on a bien compris ce que ça voulait dire et comment ça fonctionnait. Évidemment, la question essentielle, c'est de savoir comment on fait pour s'en défendre. Effectivement, donc la défense commence déjà par une bonne hygiène informatique, donc avoir son PC qui est à jour, parce que mis à part les zero days qui sont assez rares quand même, euh, la plupart des exploit kits vont utiliser une faille, une vulnérabilité qui a déjà été patchée. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la plupart des utilisateurs, que ce soit les consommateurs ou les entreprises, font encore tourner leurs PC qui ont des vieilles versions de Java, vieilles versions de Flash, et ça les met vraiment à risque. Donc, c'est une des premières choses à faire, c'est faire en sorte que le PC est mis à jour complètement, et puis aussi se débarrasser des logiciels dont on n'a plus besoin. Par exemple, si vous avez Java sur votre PC et que vous l'utilisez très rarement, à ce moment-là, vaut mieux le désinstaller. Ça pose moins de risques de sécurité. Ok, très bien. Donc là encore, hein, et on l'a vu dans les précédentes éditions, ce que vous avez appelé une bonne hygiène informatique, ça c'est quelque chose d'indispensable et de nécessaire. Alors vous, Malwarebytes, qu'est-ce que vous proposez de spécifique pour lutter contre les exploit kits? Bien, tout d'abord, on s'est rendu compte que les antivirus classiques n'étaient pas adaptés pour se défendre contre les exploit kits. C'est une menace qui est assez nouvelle, qui est différente. Il faut une approche différente. Donc, à Malwarebytes, on a développé un logiciel qui s'appelle Anti-Exploit, qui, lui, étudie le comportement des applications et détecte des comportements malicieux. Donc, si par exemple, on va dire, votre navigateur Internet essaye de télécharger automatiquement et d'exécuter un fichier qui est inconnu, ça, c'est un comportement malicieux. À partir du moment où on arrive à détecter ce genre de comportement, ça nous libère, on va dire, du fardeau classique qui est de pouvoir ajouter des signatures à chaque fois qu'il y a un nouveau malware. On n'a pas ce problème-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est regarder le comportement des applications et à partir du moment où une application fait quelque chose qui est louche, on peut bloquer. Donc ça veut dire que votre logiciel, là, il le détecte de manière automatique, automatisée? Oui, c'est détecté automatiquement. Il n'y a pas il n'y a pas un utilisateur derrière ou un chercheur qui a dû écrire une signature particulière. C'est la beauté du logiciel. Et aussi l'avantage, c'est que dans le cadre, par exemple, des Zero Days, où justement il n'y a pas encore de patch qui a été mis en place par l'éditeur, ou bien même dans la plupart des cas où le Zero Day est lancé dans la nature et que personne ne l'a encore vu, notre logiciel est capable de les détecter parce que justement, il y a ce mode proactif qui regarde le comportement d'une application et que l'application, que ce soit le navigateur ou une autre application qui touche Internet, à partir du moment
ou elle effectue quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qu'on bloque. Donc, encore une fois, zero day ou une vulnérabilité qui est existante depuis plusieurs années, on bloque de la même façon. D'accord. Alors, bon, si on est un utilisateur individuel, c'est relativement simple. On installe votre logiciel sur sa machine et puis ça marche. On va être bien protégé. Alors maintenant, si on est en entreprise et qu'on a un parc de PC, comment on fait? Est-ce qu'il faut installer votre logiciel sur chaque PC ou est-ce qu'on peut procéder de manière différente? Oui, bonne question. Donc, on a des versions différentes pour ce qui est consommateur ou entreprise. Pour ce qui est entreprise, on peut installer donc au niveau du service informatique, ils peuvent installer le logiciel sur tous les postes automatiquement, le déployer très rapidement et aussi avoir donc les rapports d'analyse qui sont centralisés donc dans une page qu'ils ont accès avec les statistiques. Donc, bon, est-ce que les ordinateurs déjà sont protégés? Est-ce que la protection est active? Et puis, quelles sont les menaces qui ont été détectées? Et ça, c'est effectivement très important parce que on ne peut pas imaginer le service informatique aller sur chaque poste manuellement installer le logiciel. D'accord. Donc ça veut bien dire qu'en fait, on l'installe sur le serveur et après, il y a une installation automatisée sur chaque poste de travail. Il faut bien que le logiciel ait une présence sur chaque poste de travail pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Notre solution marche à partir du moment où elle est installée sur chaque poste de travail, parce que on sait que dans un grand réseau d'entreprises, que ce soit 500 postes ou 1000 postes ou plus, il suffit qu'il y en ait un poste qui effectivement qui soit pas à jour, et ça peut emmener disons que ça peut commencer une chaîne d'infection qui se propage après dans le reste de l'entreprise. Donc, c'est très important que la protection soit installée sur tous les postes, que ce soit département, comptabilité, secrétariat ou autre, de la même façon. Bah, pour prendre une analogie relativement simple, on sait bien, dans une corbeille de fruits, s'il y a un fruit qui est pourri, à terme, c'est tous les fruits qui pourront le devenir. Donc, il faut bien faire attention à protéger, avoir un système qui protège tous les PC dans leur globalité, ne pas en oublier par-ci par-là dans des coins de l'entreprise. Effectivement. Et c'est particulièrement important avec les nouvelles menaces donc on avait parlé dans la première émission, le ransomware par exemple, qui va essayer de se propager parce que, bon, on sait que si un poste est affecté, à la rigueur, on peut nettoyer ce poste ou repartir à zéro, réinstaller Windows. Mais si ça se propage sur la totalité du réseau, les dégâts sont beaucoup plus grands et là, ça fait très mal. Et justement, les criminels, bon, le savent ça. Et donc, une des fonctionnalités du ransomware en particulier, c'est de regarder s'il y a des réseaux partagés, si même les clés USB sont laissées branchées dans la machine, tout ce genre de périphériques qui peuvent être connectés vont être affectés aussi. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Donc, je propose à nos lecteurs, s'ils le souhaitent, de revenir sur nos deux éditions précédentes. Donc, la première édition, c'était sur le ransomware. La deuxième, c'était sur le malvertising. Et donc, Jérôme Segura, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée sur ces trois questions qu'on a traitées ensemble. Merci.